Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui, et oui, vous avez entendu l'appel à la révolution de notre restaurateur. Eh bien, on reçoit aujourd'hui Sylvain Baron, gilet jaune, qui lui a écrit un livre sur la révolte, justement, Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Et c'est aux éditions KA. Alors Sylvain Baron, bonjour. Oui, effectivement, j'ai lu votre livre, on voit le résultat d'un vrai travail, d'un gros travail, Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Mais auparavant, comme on dit tout ici, on est très... Je voudrais vous poser quelques questions, parce qu'une fois qu'on a annoncé que vous veniez, on a reçu beaucoup de tweets. Et on a reçu, on n'a rien à cacher, un tweet notamment de Transparency Watch, Conspiracy Watch par exemple, et d'autres, qui dit attention, Sylvain Baron, mais c'est Sylvain Baron, alors ami d'Étienne Chouard. Ça, vous avez le droit d'ami d'Étienne Chouard. Il a travaillé à Sud Radio, il ne l'est plus, bon, effectivement, ami d'Alain Soral. Mais enfin, c'est pas parce que Étienne Chouard est ami d'Alain Soral que vous êtes ami d'Alain Soral. Mais il y a eu quand même, effectivement, et là, ça m'a un peu plus gêné que vous avez rendu hommage au négationniste Robert Forisson. Qui est-ce qu'il est? Mais enfin, les chambres à gaz n'ont pas existé. C'était un peu dur. Et même plus que ça, enfin. Et puis alors le reste, effectivement, vos choix politiques sont vos choix, mais et puis vous avez choisi Asselineau, et alors Asselineau, ce n'est pas Adolf Hitler, Asselineau existe et il a le droit d'exister. En revanche, Sylvain Baron, je voudrais vraiment savoir qu'on mette les choses au point avant de parler de votre livre, ce qui n'empêche pas toutes les qualités de votre livre. Est-ce que vous êtes d'extrême droite, vous êtes conspirationniste, vous êtes un grand admirateur de Robert Forisson? Dites-moi très franchement. Alors le tout à la fois, et je mange aussi les petits chats. Donc Rudi Reichstadt est bien connu dans nos réseaux pour salir à peu près tous les gens qui résistent. Alors effectivement, il y a des gens qui sont réellement d'extrême droite qui va pointer. Mais sa spécialité, c'est de prendre sur une littérature qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les blogs ou des écrits. D'ailleurs, il n'a pas lu mon livre, à mon avis. C'est d'aller isoler le 1% de provocation que l'on peut avoir ou de réflexion sur un sujet qui est interdit pour en fait focaliser là-dessus et nous faire passer pour des méchants antisémites, etc. Non. Alors, je ne suis pas spécialement, je n'ai pas lu Forisson, je m'intéresse pas spécialement à Forisson. Je suis comme tout à chacun, j'ai entendu ce qu'il a dit et sans plus. De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas une controverse qui a été alimentée à l'époque où il était vivant, où il a été mis en débat pour savoir exactement. Il y a eu une très grosse controverse à l'époque. Enfin. Du moins, je l'ai entendu ce monsieur se faire salir sur les pas sur les arguments qu'il disait, mais sur sa personne. Et moi, je suis pas quelqu'un qui salit les gens sur leur personne. Toujours est-il, je soutiens pas du tout particulièrement les antisémites ou les négationnistes ou les gens comme ça. Par contre, je soutiens la liberté d'expression. Et je considère que les idées qui heurtent ou qui dérangent, c'est même un arrêt célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme qui le spécifie comme ça. Les idées qui heurtent ou qui dérangent doivent pouvoir exister. Donc je n'ai pas de sympathie pour Soral, pour Forisson, pour qui que ce soit. Par contre, dès lors que quelqu'un est censuré ou ostracisé parce qu'il pense mal, j'ai simplement de la... Oui, vous êtes contre la censure, mais vous n'adhérez pas... parce que effectivement, je dirais pas il y a des limites. Moi, je crois tout à fait à la liberté d'expression, mais il y a des lignes jaunes quand même. Il y a des moments où on bascule vers quelque chose qui est le négationnisme. Et le négationnisme, ce n'est pas une opinion, c'est une passion. Mais c'est vrai des deux côtés. Hein. Si on y réfléchit bien, de toute façon, d'abord les gens qui sont extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, et peu importe leurs propos, en général, sont très marginaux. La plupart des Français ne sont pas du tout intéressés à aller vers les extrêmes. Et quand vous empêchez quelqu'un de parler, en fait, si on prend juste ce cas Dieudonné et puis Alain Soral, ce sont des gens qui sont ostracisés, salis constamment dans le mainstream médiatique. Ils ont dit aussi des choses assez dégueulasses. Bien sûr, et je suis pas du tout, et puis j'apprécie pas spécialement ces gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est justement ce qui leur permet d'exister, de se faire une légende. Vous voulez dire, ça fait leur fonds de commerce de dire voilà, on est ostracisé, on est censuré. Alors qu'il est etc. tellement plus simple de discuter rationnellement avec eux sur les sujets qu'ils abordent. Non, c'est vrai. Pour lâcher le. Pour conclure la chose, on va pas passer évidemment l'heure là-dessus. Sylvain Baron, non, moi ce que je crois, c'est qu'il faut faire la différence entre opinion et passion. Le problème qu'il y a, et c'est vrai pour les extrémistes, les radicaux, les intégristes, les fanatiques de tous bords. Le problème, et ça je crois que c'est vrai malheureusement, c'est qu'avec un fanatique,
pouvez pas discuter. C'est-à-dire, vous pouvez discuter en opinion. Vous avez une opinion de gauche, de droite, mondialiste, etc. Très bien. Mais une opinion, quand elle devient une passion, il n'y a pas de discussion possible. Bien entendu. Voilà. On est d'accord. Alors, Sylvain Baron, parlons maintenant de votre livre. Moi, il y a 2 citations, d'ailleurs, que je voudrais faire au départ, parce que ça rejoint votre livre, mais c'est intéressant, parce qu'il faut le rappeler. Vous noterez, si vous permettez, qu'il n'y a Oui. absolument aucun propos qui est lié aux débats qui ont été soulevés par Rudi Reichstadt dans mon livre. Aucun. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, honnêtement, si c'était un livre à la gloire ou même un hommage à Forisson et compagnie des forces, je vous aurais pas invité. Il y avait rien à voir. Ça ne m'intéressait pas de vous inviter. Parce que c'est pas mon sujet, tout simplement. Voilà. Non, votre sujet, c'est vraiment, et d'ailleurs, vous avez fait un vrai travail, un travail d'histoire, un travail, je veux dire, les intelligences avec les puissances étrangères, vous avez rappelé tout cela, vous avez rappelé le rôle de l'État par rapport au peuple, etc. C'est très intéressant. Et puis, vous avez rappelé 2 choses. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui dit ceci, je le dis pour les auditeurs du Sud Radio, et c'est intéressant de le rappeler, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut appeler à l'insurrection, parce que n'importe qui peut s'engager en disant ouais, bah alors il faut aller casser tout parce que c'est l'insurrection. C'est pas ça du tout, et on va l'expliquer. Alors c'est quoi effectivement, parce que votre sous-titre pourrait faire penser que, alors, on va y aller, allez, les piques, on décapite la tête au bout de la pique, comme en 1789. Parce que vous mettez essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. C'est votre sous-titre, excusez du peu, c'est pas mal. Travail d'Hercule. En fait, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre? En fait, c'est d'abord une analyse, déjà sur l'état politique, là, le délitement de l'État depuis 30 à 40 ans, on va dire, et à la fois une réflexion sur le droit de résistance, et il y a toute une philosophie du droit du point de vue des juristes. Et j'ai beaucoup retenu celle qui m'a beaucoup inspiré, c'est celle qui est prévue dans la Constitution allemande, leur article 20 de leur Constitution, de leur loi fondamentale plutôt. Oui. Précise globalement que lorsque le peuple n'a plus aucun moyen légal et pacifique de pouvoir se faire entendre et résister à différentes aliénations politiques, il est de son droit de résister, sous-entendu par la violence. Tous les juristes comprennent que le droit de résistance, il y a un sous-entendu par la violence. À mon sens, c'est ce qu'on doit éviter. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait dans ce livre... Oui, vous ne prônez pas la violence. Non, justement. Et puis, je suis même fâché avec beaucoup de gens qui aimeraient aller dans des écueils violents. Je pense au contraire qu'il faut saisir tout ce que l'on a à notre portée, et nous en avons quand même beaucoup d'outils qui sont à notre portée. Alors, j'avoue que là, en ce moment, avec la dictature sanitaire qui s'implémente, qui nous empêche de nous réunir, qui rend beaucoup plus difficile les manifestations, je dirais que mon discours est de plus en plus caduc. Donc, j'espère que qu'ils vont pas insister longtemps. Mais c'est un peu l'idée. C'est d'abord commencer à envisager ce qu'il est possible de faire et qui puisse réellement renverser une oligarchie, parce qu'une révolution, fondamentalement, c'est pas les fourches et les pics, ça, c'est l'image d'Épinal. Une révolution politique, réellement, c'est lorsque une tyrannie, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses formes, est renversée par une fraction du peuple. Mmh. Et vous pensez, franchement, parce que vous pensez, alors d'un côté, vous avez les décolonisés qui disent la France est raciste, systémique et compagnie, et d'un autre côté, vous pensez qu'on est en tyrannie en France. Est-ce que c'est pas un peu à l'effort de café quand on sait ce qui se passe dans une partie du monde? Pour moi, c'est vraiment une forme de tyrannie. D'abord, nous n'avons jamais été en démocratie. L'ABCIS le disait bien à l'aube de la Révolution, que la France n'avait pas vocation à devenir une démocratie. Il a bien vu les choses, puisqu'à aucun moment nous n'avons été un pays démocratique. Le seul pays démocratique en Europe que je puisse connaître, c'est la Suisse. Le peuple peut initier ses propres lois, s'autoconsulter, faire des référendums. Ouais. Ce que les Gilets jaunes réclament, ils ne demandent pas autre chose que de pouvoir avoir le RIC dans leur constitution, qui permettent au peuple, indépendamment de sa représentation. Tout à fait. Absolument. C'est quand même ça, le fondement de la démocratie. C'est le démos, le peuple, qui commande, qui peut faire les lois. Là, actuellement, tout nous est retiré par une représentation qui, de toute façon, a les réseaux et les moyens de pouvoir être au pouvoir. Des gens comme moi
Moi, je touche le RSA et les gilets jaunes avec qui je me bats sont pas des gens qui ont une grande fortune. Ils n'ont aucun réseau. Ils ne seront jamais au pouvoir. Ils n'auront jamais aucun mandat politique. Donc, nous sommes gouvernés par une représentation qui est déconnectée de nos réalités. Et d'ailleurs, la majorité de notre représentation politique, il y a pratiquement pas d'agriculteurs, d'ouvriers, de smicards. Il y a personne. Ni de restaurateurs. On en parlait avec l'invité précédent. On va retrouver Sylvain Baron après cette pause et n'oubliez pas que vous pouvez intervenir 0800 26 300 300. Vous avez la parole à partir de 13h, 13h15. Et aujourd'hui, on parle de révolte. Révolte des restaurateurs, révolte essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire. On vous attend. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais alors là, les carottes ne sont pas du tout cuites. Déjà, on a eu Stéphane Turillon, le chef restaurateur, qui appelait à la révolution. Restaurateur, ouvrez, disait-il. Et désormais, on reçoit Sylvain Baron, gilet jaune, qui présente son livre Révolte. Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Sylvain Baron continue. Et alors, autre article de la Constitution. On a parlé de l'insurrection, mais il y a un autre article. Alors celui-là, vraiment, il mériterait d'être, je dirais presque, j'en ferai presque l'indicateur de mon émission, et partout d'ailleurs. L'article 3 de la Constitution de la 5e République, je le rappelle parce que on a tendance à l'oublier, dit ceci. La souveraineté, que vous avez rappelé dans votre livre, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit par ses représentants, donc la représentation nationale, l'Assemblée, le Sénat, l'exécutif, et par la voie du référendum. Ils mettent donc sur le même plan la Constitution, le référendum et les représentants. Alors les représentants, on les entend tous les jours, on les voit dans leur action ou leur inaction. En revanche, le référendum, depuis 15 ans, attention, plus un mot. Alors, Sylvain Baron, ça signifie quoi pour vous, ça? Ah bah déjà que ça les intéresse absolument pas de consulter le peuple. Près du micro. Oh, excusez-moi. Ça ne les intéresse pas de consulter le peuple. Et moi, je me souviens qu'en janvier, Macron s'était exprimé à la BBC à l'occasion du Brexit. Et le journaliste lui avait posé la question, est-ce que vous envisagez de faire un référendum pour la même question en France pour organiser le Brexit? Et il disait non, parce qu'il est fort probable que les Français voteraient comme les Anglais. Donc, quand ils savent que les Français disent non à ce qu'ils proposent ou ont une idée et que ça les contrarie, ils ne veulent pas utiliser le référendum. Je rappelle par ailleurs que selon le Conseil constitutionnel, le référendum est décisionnel en France. C'est-à-dire qu'en 2005, lorsque nous avions dit non au traité européen qui nous avait été soumis, logiquement, nous n'aurions jamais dû y entrer. Et fondamentalement, si on y réfléchit, comme c'était déjà l'empilement de plusieurs traités ce que nous votions, nous aurions dû en sortir. Évidemment, ça a été violé par tout un tas de coups bas des parlementaires lors de la réforme de 2007 de la Constitution. Mais ces gens-là n'aiment pas le référendum, et c'est bien pour ça d'ailleurs que notre revendication du référendum d'initiative citoyenne, surtout pas. Vous vous rendez compte, si le peuple commence à pouvoir avoir au moins autant de force, sinon plus que sa représentation politique, où on va? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il vaudrait, c'est comme en Suisse, avoir des référendums assez réguliers sur un certain nombre de choses. Alors vous allez loin parce que vous dites, oui, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que il y a quand même un problème. Dans votre livre, vous dites, oui, à faire un référendum est-ce que le président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, doit rester ou doit être destitué, etc. Sauf que là, il y a un vrai problème parce que il y a une légitimité, il y a une constitution, le président de la République est élu pour 5 ans. Quelle que soit après l'opinion qu'on peut avoir de lui. Si vous faites ça, effectivement, il y a 2 légitimités qui rentrent en ligne de compte, et il y a un vrai problème parce qu'il faut changer la constitution. L'un qui dit, il est élu pour 5 ans, donc attendez 5 ans, et à 5 ans, vous votez et vous le renversez, enfin, vous ne le réélisez pas. Et l'autre, la légitimité du référendum. Est-ce que ce ne seront pas plutôt, et je crois que c'est aussi efficace, sur des sujets de société ou des sujets politiques, mais qui ne soient pas en contradiction avec la Constitution? Alors, sur la question du référendum révocatoire, en fait, c'est même tout l'esprit de mon bouquin que de bien distinguer ce qui relève
on peut être un cocu clairement quand on a participé à des élections. C'est pas le bonhomme qu'on voulait, et évidemment on n'aura pas la politique que l'on voulait. Sauf que la majorité a gagné et qu'il faut bien laisser la personne faire son mandat. Exactement. Dès lors qu'elle ne viole pas la Constitution, qu'elle ne viole pas les lois pénales de notre pays, qu'elle ne se conduit pas en criminel. Monsieur Macron, et ça, si je peux me permettre de poser son cas, il a violé notre Constitution à différentes reprises. Il a notamment... En quoi Alors, déjà, le simple... C'est grave, là, ce que vous dites. Non, parce que moi, je ne suis pas un macroniste convaincu. Enfin, il a violé... je vais vous prendre un exemple simple. Oui. Là, quand il a envoyé des bombes en Syrie... Oui. À la base, le préambule de la Constitution de 46, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, précise que la France s'interdit d'aller bombarder d'autres peuples, d'aller commettre des guerres. Oui. Au-delà de ça, notre Constitution elle-même organise ce genre de choses. Si on fait la guerre, on a un droit international que l'on est censé respecter au titre premier de notre Constitution d'ailleurs. Nous avons des traités que nous avons ratifiés. Et il y a notamment un traité qui s'appelle les statuts de Rome sur la Cour pénale internationale, que la France a ratifié. Dans son article 8 bis, ce qui a été fait en Syrie par M. Macron, ça s'appelle un crime d'agression. Vous pouvez le chercher. Tout ça, c'est du viol à la fois du droit positif et international et constitutionnel. Il n'a pas consulté le Parlement pour s'autoriser à bombarder un pays. Nous n'avons pas le droit de faire ça. C'est inadmissible. De la même façon, alors là, c'est pas la Constitution, c'est le droit pénal. Lorsque M. Macron a cédé Alstom à une puissance étrangère, Alstom, qui fabrique des turbines, notamment de sous-marins, et si vous demandez à n'importe quel commandant de sous-marins nucléaires, qu'est-ce qui relève du secret défense dans les technologies qui sont à l'intérieur, il y a évidemment les turbines, parce qu'elles ont un bruit, qu'il ne faut pas discerner, la question c'est la discrétion, et puis elles développent aussi une vitesse. Donc tout ça, ça relève du secret défense. On va pas être amis éternellement avec les États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des Français, l'impérialisme américain, ils en peuvent plus. Il y a beaucoup de Français, si on leur pose la question, voulez-vous sortir de l'OTAN ou refroidir un peu nos relations avec les États-Unis? En même temps, ils vont pas se précipiter dans les bras des Russes. Non, mais je vais vous dire, moi je vous écoute là, et il y a un problème. Enfin, mais c'est très bien, et ça s'appelle la discussion et les opinions. Il y a un problème fondamental, c'est que effectivement, un pouvoir aussi s'est fait. Alors après, on peut en discuter, mais imaginez-vous un peu quand on était en période de guerre, etc. Il y a des moments où il faut prendre des décisions, encore une fois bonnes ou mauvaises, qui ne peuvent pas passer par effectivement telle ou telle convention qui, comme vous le savez, elles sont révocables et les lois sont changeables. Moi, je crois que c'est extrêmement... Il faut faire très attention à ça. L'histoire d'Alstom, effectivement, est une histoire... D'ailleurs, Montebourg est venu ici pour en parler, tout le monde en a parlé. Effectivement, mais c'est même pas une question d'impérialisme américain ou autre. Je crois que le problème, c'est de savoir si un pays comme la France a les moyens de sa puissance et son autonomie ou pas. Oui. Il est là le problème. Écoutez, durant les 30 Glorieuses, est-ce que nous avions le sentiment d'être dépendants d'autres pays pour pouvoir développer Ariane, pour pouvoir développer le TGV, pour pouvoir être autonome sur le plan industriel, technologique? Manifestement, on avait besoin de personne. Des petits pays qui sont très mal exposés géographiquement, qui ont leurs alliés aussi, mais qui en fait sont très ostracisés. Je vais pas dire que c'est des modèles, mais on prend la Corée du Nord, ils se débrouillent tout seuls. Mais parce que alors évidemment, c'est très ostracique et je préconise formidable. Alors écoutez, moi je vous souhaite pas de fréquenter les camps de travail de la Corée du Nord. Bien sûr, le but c'est de prendre la caricature pour bien signifier que entre un modèle à la Corée du Nord où c'est très ostracisé et un modèle extrêmement mondialisé et très ouvert comme aujourd'hui où nous sommes un État dans l'Union européenne, il y a des intermédiaires, comme la Suisse. Justement, la Suisse est totalement indépendante. La Suisse est hélas le seul exemple que vous pouvez donner, mais très sincèrement, mon cher Sylvain Baron, je vous souhaite continuer à vivre en France plutôt qu'en Corée du Nord. Oui, quand même. Ça, c'est clair. On se retrouve après les informations. Et surtout, on se retrouve avec vous, chers amis. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Il y a comme un vent de révolte qui plane sur Sud Radio avec notre restaurateur Stéphane Turillon qui appelait justement à la révolte et à la désobéissance civile des restaurateurs et avec notre invité Sylvain Baron. À tout de suite. Ici Sud Radio.
Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sylvain Baron, Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Un livre travaillé, un livre intéressant. Si je ne suis pas d'accord avec tout, je trouve que c'est un livre, en tout cas, à lire. Et Sylvain Baron, on va parler révolte ou révolution. Et en fait, vous avez effectivement et heureusement pas prôné la violence, mais qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis, justement, pour essayer de convaincre les gens? On voit très très bien un ras-le-bol, on voit très bien une impatience, on voit très bien... Mais comme on dit, tout ça est un peu éparpillé. Qu'est-ce que, pour vous, quelles sont les solutions que vous prenez dans votre livre? Bon, déjà, intellectuellement, cessez de négocier le poids de nos chaînes avec des gens qui, de toute façon, sont là pour nous nuire. Donc, tant qu'on ne met pas en question, voilà. Staline, bon, ça n'est pas une référence intellectuelle, mais j'aime bien prendre les extrêmes parce que parfois ils permettent de complexifier une pensée plus tard. Staline, quand on lui disait il y a un problème, il disait comment il s'appelle. Bon, quand on a des problèmes politiques, au lieu de tergiverser sur les problèmes politiques en eux-mêmes, on s'intéresse aux personnes qui causent ces problèmes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on peut, par exemple, là, c'est un travail sur lequel on est branché actuellement et que je développe dans le livre, c'est organiser des tribunaux populaires. C'est du théâtre, ça n'est que de la pédagogie sur les lois. Les tribunaux populaires, encore une fois, ça rappelle les décapitations et les guillotines. Tout à fait, mais là, c'est pas du tout notre objet. Est-ce que votre objet est de provoquer, franchement, Sylvain Baron? Parce que vous me parlez de Staline, moi je veux bien, vous me parlez de tribunaux populaires. Et est-ce que vous n'êtes pas, et je comprends, vous m'avez dit hors antenne, et je comprends, vous m'avez dit, oui, mais ça fait 10 ans qu'on est dans le bouillon, à la fin on a envie de provoquer parce qu'on en a marre de se faire traiter de tous les noms, de fachos et compagnie, parce qu'on est dissident. Mais la question que je vous pose, est-ce que franchement vous allez pouvoir convaincre les gens, parce que le problème c'est pas tel ou tel ou tel, ça devient une espèce... Les gens, ils s'en foutent de ça. Il veut dire, qu'est-ce que va améliorer ma vie et qui va me faire le mieux respirer? Bon, alors déjà, moi je suis pas politicien, je suis réellement un révolutionnaire, donc je ne cherche pas à convaincre des gens, puisque ça ne sert à rien, et puis il n'y a aucune révolution qui n'a été le fait d'un peuple tout entier. Ça a toujours été des minorités agissantes. Si on prend ne serait-ce que la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas tous les Français derrière, on n'avait même pas 1% de gens qui se battaient. Donc moi je cherche plutôt à convaincre cette minorité agissante de se dire déjà, quand vous bougez dans des manifs, vérifiez qui sont les organisateurs pour savoir s'ils ont une tolérance pour les casseurs, s'ils sont pas procéduriers pour éviter justement qu'il y ait des gens gazés. Enfin voilà, c'est une première chose. Et surtout aller dans des lieux de pouvoir. Là actuellement, par exemple, tous les premiers samedis du mois, nous faisons la tournée des grands médias. Donc j'invite tous les Français qui pourraient nous entendre à nous rejoindre samedi prochain à 13h30 devant la Maison de la Radio. Ce samedi 9 janvier. Voilà, samedi 9 janvier. Où à chaque fois nous allons devant les médias. Mais c'est pas la seule institution de pouvoir qu'il faut saisir. Il y en a beaucoup. Le Parlement, faut être devant, comme bien d'autres institutions. Donc déjà, au lieu de manifester entre République et Nation, Coluche disait si vous voulez Créteil-Soleil, c'est tous les jours qu'il vous le donne. Bah oui, on n'est pas dérangeant dans certains endroits, on est beaucoup plus dérangeant dans d'autres. On peut faire des institutions parallèles. On a un autre projet là pour cette année avec les camarades du mouvement constituant populaire qui est d'organiser un référendum révocatoire de Macron dans certaines villes. Il n'y a aucune loi qui interdit aux citoyens d'organiser par eux-mêmes un référendum. Alors évidemment, on aura des barrages des préfets, etc. pour nous empêcher, mais il n'y a rien qui nous en empêche fondamentalement. Il y a tout un tas d'actions possibles. Je vais pas toutes les dérouler parce qu'il y en a beaucoup dans le livre. Vous avez dit quelque chose de très intéressant dans votre livre, et je reviens à ça. Vous avez dit, écoutez, des moments, vous n'avez qu'à vous asseoir, parce que quand on est assis, on peut pas ni nous matraquer, ni dire qu'on est violent. Exactement. Donc, ne restons pas debout, asseyons-nous. C'est surtout quand justement il y a des difficultés avec des casseurs, moi c'est ce que je préconise, c'est que tout le monde s'assoit. C'est-à-dire que les seuls qui vont être debout à vouloir vous n'êtes pas pour les black blocs. Ah, je les déteste. Clairement, pour moi ces gens-là sont des idiots utiles du système. Puisqu'ils vont permettre d'une part aux médias de pouvoir ignorer nos revendications et nous faire passer pour des voyous, d'une autre part au gouvernement de dire vous vous rendez compte, il va falloir serrer encore plus la vis aux gens qui manifestent parce que décidément ces gens-là sont des violents. Et au final, ça ne règle rien, parce que je vois pas en quoi brûler une poubelle, casser une vitrine ou un abribus, ou brûler une voiture, ça a fait avancer quoi que ce soit.
Il y a des choses plus percutantes qui font avancer quand même. Eh ben, Sylvain Baron, rendez-vous le 9 janvier, effectivement, à Paris. Et puis vous êtes cordialement invité à venir discuter avec le camarade. On viendra peut-être en voisin, absolument. Écoutez, Révolte ou Révolution, le livre K édition. Sylvain Baron, merci. Merci beaucoup. Merci.